hein, c'est-à-dire les voix intérieures en français. Hein. Ce dialogue donc est né d'une rencontre, en fait, est né d'une histoire d'amour entre un homme et une femme, Hal et Sindra Stone, qui étaient des thérapeutes jungiens dans les années 60 aux États-Unis. Ils ont eu une première vie, un premier mariage, des premiers enfants. Ils ont divorcé et ils se sont rencontrés. Et ils étaient sûrs qu'en vivant ce second couple, bien sûr, ils allaient éviter les ornières du premier et toutes les difficultés relationnelles qu'ils avaient pu rencontrer, puisqu'ils avaient tellement travaillé sur eux. Sauf que passé la période romantique, 3 ou 4 ans après s'être rencontrés, et bien sûr, toutes les insécurités intérieures ont commencé à se manifester et à apparaître dans la relation. Et là, ils se sont dit, oh non, pas 2 fois, pas une deuxième fois. Il faut qu'on regarde ça, il faut qu'on attrape le sujet. Et ils ont essayé de plusieurs manières jusqu'au jour où Hal, qui était donc un pratiquant jungien très impliqué, aussi un chercheur, on pourrait dire, a proposé à Sindra simplement de changer de place pour représenter la partie qui était à ce moment-là vulnérable et en difficulté. Et donc, Sindra raconte qu'elle a simplement effectué un déplacement et qu'elle est véritablement devenue cette vulnérabilité. Elle est devenue un tout petit, même un tout petit bébé dans la zone préverbale et elle n'arrivait même pas à prononcer un mot. Et ils ont été complètement estomaqués par cette expérience, la force de cette expérience. Et ils ont recommencé, et ils ont recommencé, et ils ont recommencé. Ça a été le début du voice dialogue. Alors bien sûr, Carl Gustav Jung avait déjà expérimenté ces déplacements dans son cabinet. Il faisait asseoir des personnes sur des chaises pour qu'ils puissent rencontrer les archétypes dans lesquels ils étaient saisis ou les archétypes qui appelaient à se développer en eux. Mais la grande différence dans le travail de Hal et Sindra, c'est qu'ils ont exploré ce déploiement de la psyché en plaçant toujours au centre un lieu qu'on appelle parfois l'ego conscient, le moi conscient, et en organisant finalement une danse entre cet axe central et les différentes parties qu'on allait voir. Alors, une séance de voice dialogue, ça se passe à peu près comme ça. On est assis au centre, et puis il y a une problématique qui émerge. Donc, par exemple, je me sens extrêmement vulnérable dans le couple en ce moment. C'était le cas de Sindra dans le couple avec Hal. OK, on va écouter celle qui est vulnérable. On propose un déplacement et c'est une forme de canalisation. Une fois qu'on est avec l'énergie, la personne va pouvoir vivre, sentir. C'est une expérience corporelle, c'est une expérience évidemment émotionnelle. Vivre ce qui se passe et c'est l'occasion d'aller explorer ce qui se passe. Donc, on reste avec cette énergie, puis on va revenir dans l'axe et regarder ce qui s'est passé d'un autre endroit. Donc, on est à la fois à l'intérieur de la psyché, on va détailler un petit peu comment, et en même temps, toujours avec cet axe, ce centre qui regarde. Donc, on plonge et en même temps, on se différencie et on regarde. Donc, on travaille tous les plans finalement dans une même séance. Ce qui se passe au niveau organique, dans le corps, les sensations, ce qui se passe au niveau émotionnel, peut-être des liens avec des lignées, on peut recevoir des informations, etc. Et en même temps, on se décale. Donc, on n'est pas que ça. On n'est pas que ça. Et on se rend compte, en explorant le voice dialogue, qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on sait que une névrose, voire une psychose, c'est un état de fragmentation de la psyché. Au lieu d'avoir pu garder une cohérence avec des éléments à l'intérieur de la psyché qui sont capables de communiquer ensemble, quelque chose s'est fragmenté, et plus c'est fragmenté, et moins ça peut communiquer ensemble. Si ça communique encore un petit peu, on va appeler ça une névrose. Si ça communique très peu, voire plus du tout, avec des espaces de dissociation, c'est-à-dire des espaces qui sont totalement oubliés à l'intérieur de la psyché, on va appeler donc ça les structures borderline. Et par contre, si le contenant du moi commence à exploser, on est avec des structures psychotiques.
Mais en tout cas, le sujet, c'est la fragmentation. Alors, cette fragmentation, je pense que vous la connaissez tous. Il y a peut-être celui ou celle qui se met en colère pour des choses vraiment anodines, et puis une autre voix à l'intérieur qui dit « Mais pourquoi tu t'énerves pour ça ?» Il y a celle ou celui qui rêve de faire ça dans sa vie, mais qui reste dans son poste, qui n'arrive pas à évoluer. Il y a celui qui rêve de s'engager dans une histoire d'amour et que dès que quelqu'un lui dit « je t'aime », part en courant, ou va saccager une histoire. Donc en fait, nous sommes ici sans arrêt en dualité. Alors, le fait qu'il y ait autant d'énergie à l'intérieur de nous n'est pas un problème, c'est peut-être même source de richesse. Par contre, le problème, c'est le conflit, c'est le fait qu'elles ne s'écoutent pas entre elles, qu'on a finalement une espèce de dictature intérieure qui s'installe malgré nous. Et les énergies les plus anciennes qui se sont construites dans la petite enfance avant 3 ans sont en général celles qui vont piloter le système, surtout quand il y a un état de stress ou d'insécurité. Donc en général, nos premières énergies, qui sont nos énergies réactives, nos énergies de survie, vont disjoncter le néocortex et on va fonctionner ici avec le cerveau archaïque, à la limite un petit peu de limbique, mais c'est tout. Et on se retrouve quand même à poser des paroles, des actes, ou à avoir des zones d'indécision qui construisent finalement des destins. Donc le projet du Voz Dialogue, mais c'est déjà de regarder tout ça, d'aller explorer. Donc on commence par poser une énergie, puis une autre énergie, puis une autre, et finalement apparaît au fur et à mesure du travail la carte de la psyché. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Quelles sont mes ressources? Comment elles se sont construites? À quel moment les ressources peuvent se retourner contre nous? Par exemple, j'ai une énergie, moi, qui m'a sauvé la vie, je pourrais dire celle qui va toujours de l'avant, qui perd jamais espoir. Celle-là, elle y va, elle peut bouger des montagnes. Mais si on demandait à mon système nerveux, à mon corps, qu'est-ce qu'il pense de cette énergie, il dirait elle est vraiment, vraiment fatigante, celle-là. Et si elle ne commence pas à se poser un peu et à dormir et à se réguler, ça ne va pas le faire. Donc au bout d'un moment, si ça ne peut pas s'équilibrer, il va y avoir des accidents ou des somatisations fortes dans le corps ou des accidents de vie. La vie nous arrête. Voilà. Donc on a besoin de regarder nos ressources. Par exemple, quelqu'un qui est très mental, très intellectuel, c'est magnifique parce que peut-être qu'il y aura eu besoin d'être rationnel pour s'introduire pour fonctionner avec notre monde qui est quand même très rationnel et puis pour être accepté par une famille. Et peut-être qu'en développant ce côté-là, il va lui manquer quelque chose de la magie, quelque chose de la créativité, quelque chose de l'intuition. Donc en fait, nos énergies, nos ressources les plus fortes qui se sont développées en général dans l'enfance ont mis en avant un certain nombre de choses qui sont automatisées, qu'on utilise sans cesse, en laissant en arrière-plan ce qu'on appelle les reniers en Voz Dialogue, qui nous attendent loin derrière. Par exemple, l'intuition chez certaines personnes, l'artiste, chez d'autres, celui qui est capable de mettre de l'ordre, parce que la structure est complètement explosée. Voilà, pour chacun, ça va être différent. Ça va être en fonction du schéma adaptatif que l'enfant a dû suivre. Donc, la première étape dans le Voz Dialogue, c'est de mener cette exploration. Déjà, c'est quoi les schémas automatiques? En général, on ne les voit pas. On est agi, on est tellement sûr que c'est nous. Ah, mais c'est ma personnalité, je suis un petit peu, je suis peut-être un petit peu colérique. Ou moi, ben oui, je suis fantasque, je suis toujours dans ma tête. On s'imagine que ce sont des personnalités, alors qu'en fait, que c'est notre nature, alors qu'en fait, c'est simplement un schéma d'adaptation. Donc, on commence par faire cet état des lieux. Et pourquoi on a construit ces énergies et qui on a laissé derrière? Donc ça, c'est tout le moi qui est montré au monde. Exploration, on va rencontrer le contexte familial, on va rencontrer les lignées, parce que pour pouvoir bouger
nos primaires ressources, nos ressources, eh ben, il va falloir remettre en question un certain nombre de principes établis par ce que Jung appelait la persona familiale, la persona sociale ou religieuse dans laquelle on a grandi. Et c'est pas forcément facile, ça prend un peu de temps. Hein. L'image qui me vient souvent avec le dialogue, c'est bon, ben, on fait un état des lieux, qu'est-ce qu'on garde pas. Hein. C'est à un moment donné, on a des choix à faire en ouvrant grand les yeux. Et puis, une fois qu'on va avoir bougé un petit peu ce premier bastion qui est la manière dont on se représente au monde, qui est notre masque, mais qui est aussi nos ressources les plus précieuses, même si elles nous limitent parfois, on va pouvoir descendre à la rencontre des gardiens. Les gardiens, ce sont ceux qui ont eu la mission, hein, on pourrait dire le surmoi dans certains langages, qui ont eu la mission de veiller à ce que le premier schéma établi dans l'enfance, il a marché une fois, ben on va le garder, d'accord? Parce que si on ne le garde pas, ça risque d'être pire, voire mortel. Hein. Alors là, on a tous les gardiens. Les gardiens, c'est ce qu'on appelle les primaires réactifs défensifs, ce sont nos défenses. Hein. Et là, en général, on a des énergies très puissantes, comme les juges, les perfectionnistes, les critiques, les contrôleurs, beaucoup les utopistes aussi. Hein, c'est-à-dire, ils se sont érigés en gardiens, ils tiennent la loi du système, et si on commence à les bouger, eh ben, ils bloquent. Ils bloquent de plein de manières. On a fait une séance de dialogue, mais on ne s'en souvient plus, par exemple. Tout à coup, des somatisations apparaissent, on commence à récupérer certaines énergies, à commencer à voir clair, et puis notre vie part en vrille, on perd, un couple explose, le professionnel questionne, etc. C'est-à-dire, on va avoir toutes sortes de perturbations, hein, parce que ces énergies-là se refusent au changement, et il y a toute une manière dans le dialogue de créer alliance. Avec ce bloc, hein, c'est les remparts du château fort en fait, avec ce bloc. Et dans certaines approches, on va dire, on va peut-être les confronter, les résistances, ou on va peut-être essayer de les éviter. On passe par-dessus, où il y a des résistances, ça fait rien, on les endort un peu, et puis on va rencontrer l'ombre, les parties vulnérables. Le dialogue, lui, considère que tout ce qui fait partie de la psyché, tout ce qui fait partie de nous, hein, du système, est précieux et a un rôle à jouer. Donc, en fait, il n'y a pas d'ennemi dans notre système. Donc, il y a tout un espèce de pourparler, collaboration, pas collaboration, pourquoi pas collaborer, hein, de quelle manière ces réactifs défensifs vont avoir envie de rentrer dans le travail. Donc ça, c'est un gros morceau dans le travail du dialogue. Et c'est parfois très bon, hein, de constater que nos pires ennemis à l'intérieur de nous, finalement, ont essayé à un moment donné de prendre soin de nous. Et le miracle, c'est que quand ils se différencient et qu'on peut vraiment les écouter, eh bien, il y a une possibilité d'évolution. Finalement, c'est comme si on a un système au départ figé, quasiment sur une image de l'enfance, et là, le corps grandit, on devient adulte, mais on continue à fonctionner sur une image arrêtée, finalement. Sauf qu'avec le dialogue, on remet tout ça en mouvement, on remet tout ça en vie, et on se rend compte que les énergies, elles sont intelligentes et elles peuvent évoluer si on leur en donne l'occasion. Par exemple, un critique, et vous savez que quand même un critique, ça peut être terrible, ça peut mener quelqu'un au suicide. Hein. Tu n'es qu'une merde, il n'y a aucun espoir pour toi, il ne se passe rien pour toi, tu n'as aucune chance, tu ne t'en sortiras jamais. Ça peut aller très loin. Alors, on a des critiques plus ou moins sévères. Plus on a été abîmé, plus le critique est sévère. Pourquoi? Parce qu'en fait, le critique, finalement, ça a été notre premier parent intérieur dans l'enfance. Il a essayé de nous sauver la vie. Et en général, il a pris exemple sur les parents qui étaient là, hein, et il a fait pire. Il a mis puissance 10. Hein.
Voilà. Donc, un critique, il peut se rencontrer et redevenir un bon parent à l'intérieur d'une psyché, par exemple. Donc, ça, c'est encore toute une étape de travail. Une fois qu'on a fait alliance avec les résistances, on va pouvoir descendre dans l'ombre. Et dans l'ombre, il y a toutes nos parties vulnérables. Il y a tous les enfants intérieurs. Je racontais tout à l'heure comment Al et Sindra ont fait leur premier dialogue. Et finalement, ce qui leur est venu, c'est que c'était un enfant intérieur. Ils ont créé cette expression ce jour-là. On a tous les enfants intérieurs. Les enfants intérieurs, on peut aller les rencontrer et surtout voir de quoi ils ont eu besoin, ce qui a manqué. Donc, il y a tout un travail de réparation, de reparentage. Et c'est l'occasion aussi parfois dans l'ombre de rencontrer les lignées, donc tout ce qu'on appelle les non-droits, les grands interdits, dont on n'a même pas conscience. Parfois, des personnes ont des somatisations extrêmes, des maladies auto-immunes, des cancers très jeunes, mais qui n'ont rien à voir avec leur histoire. C'est vraiment la valise qui a été transmise. Et ça, en Voz Dialogue, on peut aussi aller ouvrir cette valise, clarifier, pareil, faire le tri. Merci pour ça, super. Et ça, on va faire un travail de transformation. Et puis, on a ce qu'on appelle les reniers. Les reniers, c'est toutes les énergies qu'on n'a pas pu développer parce que les primaires ressources ont pris le dessus. Il y a eu une stratégie d'adaptation, une stratégie de survie. Et les reniers, en général, c'est vraiment un trésor. C'est très difficile de les rencontrer parce que, au départ, ce sont en général des énergies qu'on déteste. On est allergique. Par exemple, ce genre de personne, je suis allergique. Non, mais celle-là, c'est pas possible la place qu'elle prend dans la soirée, quoi. Ou bien, mais lui, il se permet d'avoir des amantes, voilà, c'est insupportable, on n'a pas le droit. Voilà. Alors, les reniers, elles sont là. Ça va être celui, par exemple, qui a le droit d'avoir une vie sexuelle épanouie et qui ne la vit pas avec sa femme. Et donc, il est allergique à ceux qui s'autorisent peut-être à faire des expériences différentes. Ça va être, je ne supporte pas, celle-là, elle prend trop de place. Et finalement, quelque part, il y a un endroit qui n'ose pas être totalement moi, rayonner. Rayonner, non, ça ne se fait pas. Non, dans la famille, ça ne se faisait pas. Ça peut être, par exemple, dans les reniers, un artiste. Être artiste, non, c'était pas possible, trop dangereux, vraiment trop dangereux. Voilà, et donc là, c'est des énergies plus rationnelles, peut-être intellectuelles, qui vont prendre le relais au niveau des primaires et qui vont mener la vie de la personne. Voilà. Et quand on récupère les reniers, c'est pas tout à coup qu'on va tromper sa femme dans tous les sens, c'est pas le sujet, mais on va récupérer la capacité, l'autorisation, par exemple dans ce cas, à avoir une vie sexuelle épanouie. Et peut-être que du coup, parce que la personne récupère sa renier, va oser en parler vraiment à sa partenaire, puis ils vont faire un travail sur le couple, puis ça va peut-être ouvrir la sexualité différemment, dans ce cas-là. Donc, les reniers paraissent en général diaboliques et en réalité, elles ouvrent des trésors et elles font énormément évoluer nos vies. Voilà, donc on a vu un petit peu comment se passe un voyage en Voz Dialogue. Au bout de quelques temps à le pratiquer, on a une vision assez globale de comment on fonctionne. Et la deuxième partie du Voz Dialogue est très particulière. Elle dépasse le domaine psychologique. On a vu que toutes ces explorations, on se différencie, on va avoir une énergie, puis on revient. Et puis peut-être on met une autre énergie. Et puis finalement, ces deux énergies vont commencer à communiquer. Par exemple, le mari fidèle et celui qui aimerait vivre autre chose dans sa sexualité. Ils vont se mettre à dialoguer. Alors que c'était complètement inconscient qu'il y avait cette énergie qui attendait d'ouvrir la sexualité différemment, par exemple. Mais ça peut être des enfants intérieurs qui commencent à dialoguer avec le parent. Le parent qu'on porte tous en nous.
Donc, il commence à y avoir des ponts entre. Et comme je le disais, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place dans le voice dialogue. Il n'y a pas une vision diabolique. Et peut-être que quelqu'un qui se met jamais en colère, on va aller chercher la colère pour qu'il puisse poser son espace, poser ses limites. Mais la colère, elle ne va pas prendre 80% de la psyché. Peut-être qu'il va y en avoir besoin de quelques pourcents, une dose homéopathique, pour avoir l'énergie de se positionner, simplement. Donc, c'est une espèce d'enquête et de rééquilibrage des différentes énergies. Et on le fait toujours en créant du lien. Je vous disais, finalement, le voice dialogue, au départ, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. Et souvent, quand j'anime des voice dialogues, je me dis, mais le voice dialogue, c'est juste de l'amour. On est tout le temps en train de créer du lien. On est tout le temps en train de valider, d'essayer de comprendre avec bienveillance, mais comment ça se fait que tu l'emmènes au suicide, quoi. C'est-à-dire, on dialogue avec les énergies. Comment c'est possible d'être aussi négatif contre cette personne, etc., etc. Et au bout d'un moment, c'est comme s'il y a une communauté qui se forme. Mais cette communauté, elle s'est formée toujours en revenant dans un axe. Et je dirais que le deuxième aspect du voice dialogue, c'est ce centre, cette place centrale, qui permet de se différencier. Parce que le grand problème de la névrose ou de la fragmentation, c'est que c'est comme une soupe. Tout se mélange. Je ne sais pas pourquoi, j'hésite entre ça et ça. Et il faudrait que je fasse ça, ou je ne sais pas, il faut que je le quitte, mais il ne faut pas que je le quitte. Il faut que je le quitte, mais il ne faut pas que je le quitte. Il faut que je le quitte, mais il ne faut pas que je le quitte. Et on peut rester des années comme ça. Ce métier n'est pas fait pour moi, mais qu'est-ce que je vais faire? Ce métier n'est pas fait pour moi, mais non, si je fais ça, c'est trop dangereux. Non, si je fais ça, c'est trop dangereux. On connaît tous ces énergies. J'ai tellement besoin d'aller explorer le monde, mais j'ai trop peur de prendre l'avion, j'ai trop peur. Voilà. Donc, il y a toutes ces énergies qui, petit à petit, créent une communauté. Mais au départ, c'est une soupe. C'est une soupe. Et le trésor du voice dialogue, c'est ce travail de différenciation. Jung disait que, finalement, le résultat d'un travail sur soi, c'est l'individuation, c'est-à-dire la clarté de toutes les énergies ou archétypes, comme il les nommait, qui sont là. La manière dont on est saisi et agit et on devient des robots malgré nous, et la manière où il y a de la conscience. Et cette place de la conscience, c'est cet axe central qui change beaucoup par rapport à de nombreuses approches où on va à l'intérieur de la psyché, mais il n'y a pas ce regard sans arrêt, cet aller-retour, cette danse finalement entre un point de conscience et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du moi. Et cette place de la conscience, plus on fait de voice dialogue, plus elle se renforce, plus elle se clarifie. Ce qui fait que dans le quotidien, je dirais, on entend de plus en plus facilement les différentes voix qui sont là. Qu'est-ce qu'elles ont à dire? On est capable presque de faire des réunions d'intelligence collective avec finalement ce référent qui est la conscience, qui est cet axe. On pourrait dire que c'est très proche de la méditation, dans le sens où un méditant, finalement, regarde ce qui se passe, regarde passer les pensées, comme ça, et ça crée une distanciation. Le voice dialogue travaille aussi de cette manière-là. C'est ce qui permet de créer du lien, c'est-à-dire qu'il y a un témoin qui va faire dialoguer différentes équipes, et de plus en plus, d'ailleurs, elles vont apprendre à s'autogérer. Mais au départ, c'est difficile de s'autogérer quand on ne sait pas comment faire. Donc, cette place centrale, on va appeler là le moi prenant conscience, le moi prenant conscience de son fonctionnement, le moi prenant conscience de ce qui le compose. Voilà. Et là, finalement, certaines personnes utilisent aussi le voice dialogue presque quasiment dans une démarche spirituelle. Parce que à force de pratiquer le voice dialogue, d'abord, c'est une pratique de l'amour et de la relation, je vous en ai parlé. On n'est pas là pour exclure, on est là pour inclure. Et qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Et on pourrait dire que c'est vraiment une question au niveau du collectif. Et puis, c'est un chemin d'alignement, de clarification, qui évidemment aide beaucoup les thérapeutes qui font du voice dialogue, puisqu'ils peuvent clarifier leur posture quand ils sont en séance.
Mais cette posture de clarté, tout le monde en a tous besoin. Je dirais que quand on commence à faire du voice dialogue et quand on commence à regarder comment fonctionnent les différentes énergies ensemble, les conflits, la non-écoute, le rejet qu'on peut porter à l'intérieur de nous malgré nous, on peut comprendre l'état de la société humaine aujourd'hui. J'ai parfois l'impression qu'on a un miroir direct à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur de nos psychés. Donc, pour faire du voice dialogue, il faut avoir un petit peu de courage, mais peut-être pour tout travail sur soi. Et le grand cadeau, je dirais que c'est cet alignement, mais aussi quelque chose dans le cœur qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre de plus en plus. Quand vraiment on est capable de reconstruire cette communauté à l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelque chose qui est contagieux autour de nous. Alors, il faut que je vous dise aussi que le voice dialogue, c'est très particulier parce qu'en général, quand les gens créent une méthode, ils créent un label, ils créent des enseignements. Alors, le voice dialogue, c'est ça, et puis on ne doit pas le faire autrement. Et les Stones, ils n'ont pas fait ça, ils ont fait tout le contraire. Ils ont dit, nous, on est des chercheurs et on a fait un pas. On vous donne. Ils ont énormément transmis. Ils sont allés sur tous les continents pendant 30 ans pour faire partager le voice dialogue. Et ils ont dit, s'il vous plaît, ne créez pas de label, s'il vous plaît. Ne créez pas d'école de voice dialogue en disant j'ai la vérité, c'est le voice dialogue. Ne créez pas une religion voice dialogue, s'il vous plaît. Continuez à être des chercheurs, continuez à explorer. Donc c'est très particulier et vous imaginez bien que Al vient de quitter cette terre-là pendant le confinement, Sindra est encore là, mais vous imaginez bien que c'est compliqué quand même parce que du coup, plein de gens ont rencontré le voice dialogue, puis ils en ont fait ce qu'ils voulaient. Alors, en même temps, c'est magnifique. On a du voice dialogue en coaching. On peut faire juste un travail sur le présent et le futur. On a des thérapeutes qui utilisent le voice dialogue. On a toutes sortes de facilitateurs, formes de coaching au sens large qui utilisent le voice dialogue. On a des chercheurs spirituels qui en ont fait une technique de méditation. Enfin voilà, finalement, dans le voice dialogue, on a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je vais vous parler maintenant du voice dialogue que je vous propose dans Arborescence. Donc, moi, ma formation de base, c'est d'être psychocorporelle. Donc, j'allie énormément le corps au travail de la psyché. Ce sont comme deux portes ouvertes. Et dans Arborescence, on a à cœur de faire le pont entre ces différentes portes. Donc, quand je parle de portes, pour être clair, on a un ventre, et des tripes qui nous parlent beaucoup et qui sont en lien avec des instincts et des émotions très fortes et primaires. Et puis, on a un cœur avec des valeurs, un monde émotionnel, on le sait, qui est plus ou moins clair. On est capable d'identifier ou non une émotion, ou si on n'est pas capable encore d'identifier des émotions, on vit l'état d'angoisse qui est un mélange de différentes émotions. Et puis, ici, on a un autre centre qui est quand même vraiment intéressant, qui nous permet de discriminer, de comprendre, mais peut-être aussi de nous connecter à plus grand que nous. Voilà, donc dans l'approche que je propose pour le voice dialogue, on va travailler avec ces trois portes tout le temps. C'est-à-dire que pour accueillir une énergie, ce que Sindra a vécu dans la première scène que je vous décrivez, mais c'est pas forcément possible pour tout le monde. C'est pas tout le monde, on lui dit alors je sens que je suis vulnérable, très bien, prenez une chaise, asseyez-vous, vous êtes celle qui est vulnérable. Alors bonjour celle qui est vulnérable, comment ça va, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas tout le monde qui va tout à coup canaliser la vulnérabilité. Donc il y a besoin de descendre dans le corps, de le sentir, d'être capable de rester avec les émotions, mais aussi de regarder ce qui se passe ici. Donc, il y a toute une approche comme ça où on va rester avec l'émotion, apprendre à se différencier, apprendre à écouter les énergies. C'est déjà une étape importante. C'est une étape quand on commence avec le voice dialogue, mais pour le faire vivre aux autres, c'est très important de l'avoir senti et aussi de savoir comment faire. Donc, en passant par le corps,
c'est beaucoup plus puissant. Hein. Aujourd'hui, on est tout un groupe dans le Voz Dialogue. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'approches, mais il y a beaucoup aussi d'écoles et de groupes de travail. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aime échanger entre nous, réfléchir entre nous. Et la première chose qui vient quand on dit, mais c'est quoi les bases du Voz Dialogue? Eh ben, c'est que quand on canalise une énergie, quand on écoute une énergie, c'est énergétique. Ça passe par du ressenti, ressenti corporel, ressenti intuitif. Voilà. Donc, il y a toute cette écoute à développer. Et dans l'arborescence, ça va être beaucoup en croisant cœur, émotion, corps et conscience. Voilà. Donc, on va voir dans la formation les bases du Voz Dialogue. Là, je vous les ai un petit peu décrites, mais il y a un processus qui a été donné par les Stones, qui est extrêmement pertinent, qui est donc de repérer les primaires, comment elles fonctionnent, ensuite de rencontrer les réactifs, puis de descendre dans l'ombre. On ne fait pas ça dans n'importe quel sens, sinon on peut créer énormément de dégâts dans une psyché, vous l'imaginez bien. Alors, moi, je suis évidemment aussi thérapeute, et quand je transmets le Voz Dialogue, j'ai ce regard un petit peu psychopatho, c'est-à-dire de donner des billes aux personnes qui vont accompagner avec le Voz Dialogue, de lecture de cas, lecture justement d'une carte psychique. Parce que finalement, une fois qu'on a compris comment fonctionnent les structures et les défenses, et on peut très vite avoir un regard diagnostique sur les patients qui viennent chez nous. En un quart d'heure, avec quelques questions, on a fait le tour du problème. On sait où il va falloir aller. Donc, c'est comme une carte qu'on peut faire pour soi, mais ensuite un œil qu'on a pour les personnes qu'on accompagne, que ce soit en thérapie ou en coaching. Et puis, on va donc voir les bases du Voz Dialogue, et ensuite, on va continuer à travailler, par exemple, des aspects spécifiques. Comment est-ce qu'on travaille avec une somatisation corporelle? J'ai vraiment une douleur à l'épaule. Depuis 2 ans, je m'en sors pas. J'ai un cancer de la peau. J'ai systématiquement mon œil droit qui coule, etc. Et ça, on peut tout à fait aller l'explorer en Voz Dialogue, donc on le fera. On travaillera aussi à partir des rêves. Très intéressant d'étudier un rêve et ensuite de continuer le travail en Voz Dialogue, puisque évidemment, le rêve est un endroit idéal pour avoir une vision de l'état de la psyché de la personne. Donc, on regardera ça en détail. On va travailler aussi avec les lignées. Il y a tout un stage sur la construction de l'enfant, le système parental, le système qui est derrière, parce que ça va être une étape fondamentale dans toute thérapie ou dans toute approche de connaissance sur soi. Et puis, on terminera en fait la formation par la dimension spirituelle. Il y aura 3 jours simplement consacrés à cette dimension-là du Voz Dialogue, qui est aussi très, très intéressante. Donc, le Voz Dialogue, c'est un outil corporel, c'est un outil psychologique, c'est un outil de conscience, mais c'est aussi un outil relationnel. Et je dirais que c'est les 4 mots-clés d'arborescence. 4 dimensions qui nous tiennent à cœur. Donc, les petits rendez-vous qui nous attendent. Il y a un stage d'initiation en Voz Dialogue, donc 3 jours. 3 jours simplement pour expérimenter le Voz Dialogue. Ça va être du 6 au 8 janvier. Et puis, commencera donc la formation le 3 mars. Ce sont des week-ends, des vendredis, samedis, dimanches, qui vont s'étaler sur une année. Il y aura 7 week-ends de 3 jours. Voilà, donc une dernière chose, pour qui peut venir, pour qui, c'est ouvert à tous. J'ai envie de dire, c'est ouvert à toutes les personnes qui ont cette envie d'approfondir, de faire un travail de connaissance de soi, mais c'est ouvert aux personnes qui, au minimum, auront fait un travail de conscience d'au moins 3 ans, une thérapie minimum de 3 ans, pour pouvoir quand même regarder cet outil avec une certaine matière. On ne peut pas arriver dans cette formation sans avoir rien fait aucun travail sur soi. Dans ces cas-là, c'est intéressant de venir faire le stage d'initiation
ou de faire d'autres stages dans l'arborescence. Voilà pour une petite introduction au voice dialogue. Je vais vous donner la parole. Est-ce qu'il y aurait des questions? Alors, moi, j'aimerais témoigner, en fait, puisque Oui. j'ai fait des séances avec toi, Emmanuel, et j'ai fait un stage aussi. Hmm. Et mon expérience du voice dialogue, c'est celui d'un double soulagement, en fait. C'est-à-dire que quand je mets en évidence ma problématique et que je commence à identifier les voix qui sont peut-être pas d'accord ou la tension psychique qui est à l'intérieur de moi et que je commence à pouvoir donner pleinement la parole à chacune de ces voix, c'est incroyablement euh, bon bénéfice parce que je peux enfin dire tout ce que j'ai à dire, c'est-à-dire que cette voix-là peut enfin dire mais moi je suis pas d'accord ou l'autre mais moi j'ai vraiment très peur et c'est un soulagement incroyable de pouvoir vraiment être entendu dans toutes ces parties-là. Et le deuxième soulagement, c'est quand on revient au centre et qu'on se désidentifie de toutes ces parties qui sont à l'intérieur de nous et qu'on voit qu'on est plus grand que ça. Hmm. Là aussi, c'est un soulagement de dire, mais je peux à la fois donner vraiment la pleine parole à ces parties et à la fois voir que je suis mais tellement plus grande et autre chose en fait. Donc c'est vraiment, j'ai toujours ce double soulagement. Voilà, je voulais témoigner de ça parce que c'est un outil que je trouve incroyable. Bon, moi, il se trouve que je suis inscrite pour la formation, hein, je suis dans les starting blocks, mais voilà, donc je voulais témoigner. C'est tellement beau comme travail. Super, merci Myriam. C'est vraiment intéressant de préciser ça. Effectivement, c'est un outil, une méthode où on peut être complètement identifié. J'ai envie de dire vivre même à 150% les énergies, puisque de toute façon, on ne va pas rester dedans. Hein. Et très souvent, on n'y va pas à fond. Et c'est très bon de pouvoir y aller à fond. Autant avec celles qui sont pétries de peur que parfois certaines ressources aussi. Hein. D'oser aller, d'être complètement quelque chose. Donc, les énergies se développent, prennent pleinement leur place, se régulent. On va aussi, j'ai envie de dire, dans le voice dialogue, quand on fait ce travail d'écoute et d'accueil, il y a non seulement de pouvoir être entendu, mais il y a aussi tout un travail de guérison qui est fait quand même. Hein, c'est-à-dire qu'on accompagne vers la transformation s'il y a besoin, on accompagne dans le lien s'il y a besoin, etc., etc. Hein. Et puis ensuite, effectivement, il y a la désidentification. Donc, la désidentification, c'est tout à coup, mais ah oui, il y a ça, mais je suis pas que ça. Ah, puis il y a ça aussi. Et en fait, quand je regarde tout ça d'ici, mais il se passe quelque chose de complètement différent. Hein. Et comme je disais, c'était la clarification de l'axe. Et quand on va très loin dans la clarification de l'axe, c'est là où il y a quand même une autre dimension qui nous habite, qui nous rejoint. Hein. Jung parlait du soi, qui vient traverser le moi. Et c'est vraiment ça la mise en scène dans le voice dialogue. Il y a le moi, cette communauté, et il y a un canal ici pour le soi qui prend sa place au centre de notre être. Moi, j'aurais une question. Quel est le lien ou la différence qu'il y a entre le voice dialogue et le psychodrame? OK? Eh ben, en fait, c'est le même qu'avec beaucoup d'autres méthodes, c'est-à-dire que on va être dans des psychodrames, mais pourtant, on reste pas dedans, on sort. Puis on rentre dedans, puis on sort. Puis on Mhm. rentre dedans, puis on sort. Et il y a toujours cet endroit de la conscience qui prend du recul comme ça, ou qui, pris d'un élan d'amour, va organiser quelque chose pour ce qui se passe à l'intérieur du psychodrame. Mhm. Mhm. Donc, la grande différence entre les deux, ce serait ça. Hein. C'est aussi qu'on peut aller dans une énergie sans forcément vivre un psychodrame. Mhm. Ça peut être très intérieur. D'ailleurs, dans la formation, on verra comment travailler avec le rêve éveillé à l'intérieur du voice dialogue. Hein. Ça peut être un voyage. On est dans l'énergie et on part dans un voyage, quasiment en état modifié de conscience. Mhm. Mais toujours, donc il y a énormément, on pourrait dire, mais le voice dialogue, c'est un peu comme telle méthode, c'est un peu comme telle méthode, c'est un peu comme telle méthode. En fait, oui. Hein. La seule chose, c'est qu'on fait apparaître au bout d'un moment l'ensemble de la psyché et qu'il y a ce mouvement de différenciation qui place la conscience au centre du travail. Mhm. Et puis de voir le voice dialogue, ça, de par cet aller-retour et cette organisation, fait une mise à jour très puissante à l'intérieur de la psyché.
Hein, d'autres méthodes le font, hein. Évidemment, j'utilise aussi d'autres méthodes, mais je me rends compte que le voice dialogue, le fait qu'il croise différentes dimensions de notre être, eh ben, permet une transmutation assez étonnante. D'ailleurs, après un voice dialogue, on peut être vraiment fatigué, hein, pendant 2-3 jours. Alors, tous les outils peuvent être difficilement accessibles pour certains. Quelqu'un qui ne sent pas dans le corps, ben, les premiers contacts ou moins sages, ça va être difficile. Quelqu'un qui ne peut pas visualiser, qui n'a pas accès à son monde symbolique, ben, si on lui propose un rêve éveillé, ça va être difficile. Hein. Et quelqu'un qui ne sait pas du tout se différencier, qui est vraiment pris dans la soupe, un voice dialogue, ça va être difficile. C'est pas parce que c'est difficile qu'on ne va pas y aller, au contraire. En général, c'est qu'il y a un grand besoin. Hein. Et par contre, on va voir comment on fait. C'est-à-dire que quand c'est difficile, c'est-à-dire que la structure est extrêmement figée, hein, il y a des grosses résistances. Pourquoi il y a des grosses résistances? Parce qu'il y a eu un gros trauma. Eh ben, on va pratiquer le voice dialogue de manière particulière. On ne va pas aller rencontrer un critique au premier voice dialogue. On ne va pas aller confronter les résistances. On ne va pas aller chercher une reniée. On a besoin de préparer le système. Hein, en allant voir des choses simples, etc. Mais il y a des personnes qui voyagent spontanément. C'est comme un patient, il arrive et il prend tout de suite le contact et même il le boit. Ouais. Ou un patient, il arrive, on lui fait faire un petit réveil de 10 minutes, hop, il est parti. Il fait plein d'associations parce que la porte est ouverte entre conscient et inconscient, ou la porte du corps est ouverte. Le voice dialogue, ça va être un peu pareil. On fait un petit test. Hein, quand vous faites la formation, vous avez la structure de base et on fait un petit test et on voit comment la personne, elle voyage ou pas, elle se différencie ou pas. Et après, ça va être de l'accompagner. Hein, voilà. Mais c'est très étonnant. On peut vraiment avoir des surprises. Il y a des personnes qui changent de place tout de suite, elles deviennent l'énergie. D'autres personnes, ça va être tout un apprentissage pour apprendre à autoriser. Je vais mettre le mot de canalisation, hein, mais de devenir une énergie pleinement. Hein, je peux devenir 30% en énergie. Oui, je suis avec celle qui est triste. Ben oui, je suis triste. Aujourd'hui, c'est difficile. Nanana, nanana. Puis je peux être beaucoup plus dedans. Le vivre, descendre dans la tristesse, par exemple. Et puis je peux être un peu comme disait Myriam tout à l'heure, complètement dedans, même plus, c'est-à-dire aller explorer. Je suis à 150% dans cette énergie. Voilà. Et du coup, il va y avoir un travail forcément à faire qui apparaît et qui se dessine presque tout seul. Bon, mais ces degrés-là, j'ai envie de dire, de possibilité à écouter une énergie, ça va se développer. Mais je dirais comme toutes les autres méthodes. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas, etc. Enfin, où il y en a quelques-unes qu'on apprendra à repérer dans la formation, mais c'est vraiment un outil... voilà, si on le fait dans le respect et la bienveillance des énergies qui apparaissent, qui est assez simple finalement à utiliser dans sa mise en pratique. Hein. Après, ça va être comment avoir cette vision totale de la psyché qui est là et par quel bout l'attraper pour créer cette communauté intérieure. Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Ce que j'ai remarqué juste en partage, c'est que les personnes qui sont venues faire les formations pour l'instant, ben, bon, quand c'est des thérapeutes psychocorporels, les gens qui sont dans le psychocorporel, là, ça se mélange très très vite et très très bien à leur pratique. Les coachs, ils l'utilisent, ça se mélange très très vite à leur pratique. Les personnes qui guident des méditations, des enseignements, qui donnent des cours de yoga, par exemple, dans le dernier cycle, il y avait une professeure de yoga. Bon, ben, tout de suite, elle l'a aussi intégré, mais elle fait pas de thérapie. Hein, voilà. Donc en fait, justement, les Stones, ils ont ouvert un champ de recherche et chaque personne qui l'attrape, à partir du moment où on le vit vraiment de l'intérieur, ça va venir contaminer même son regard sur soi-même et donc sur le monde, mais aussi les outils qu'on utilise, ou les inspirer différemment, ou se marier avec certaines choses. Et ça, c'est complètement OK dans l'esprit des Stones et je trouve que c'est intéressant que ce soit un champ de recherche vivant. Je voulais juste préciser, peut-être tu veux le dire, que cette formation est certifiante et qu'elle est reconnue par l'Association nationale Voice Dialogue. Oui, voilà. Alors,
même s'il n'y a pas de formation officielle, parce que les Stones ne voulaient pas, il n'y a pas de diplôme officiel, bon, ben quand même, on s'est réunis tous là, et on a créé une association, et donc quand même, il y a un minimum pour être référencé dessus. Aussi, on a fait tout un travail de mise en commun, les différentes écoles, pour avoir quand même quelqu'un qui se dit pratiquant, facilitateur de voice dialogue. Il y a un minimum. Il y a un minimum qui va être donc déroulé dans la formation. Et bien sûr, avec, moi, je propose une certification qui est autogérée par les étudiants, et qui ouvre la possibilité d'être référencé sur ce site. J'ai envie de vous partager un aspect du voice dialogue dont je n'ai pas parlé, qui est le voice dialogue avec les enfants et les adolescents. Je supervise quelques personnes qui l'utilisent beaucoup avec les jeunes. Et c'est juste extraordinaire. Extraordinaire. Je crois que s'il y a un champ qui n'a pas encore été attrapé, c'est quelqu'un qui travaille avec les enfants et les jeunes, les adolescents, et que le voice dialogue puisse rentrer dans les écoles, quoi. Parce que en quelques séances, ils ont compris, quoi. Alors, c'est génial parce que les jeux vidéo, ça fonctionne pareil. Donc, ils créent des avatars dans tous les sens. Donc, oui, j'ai mon avatar là qui sait dire à la prof ceci. J'ai mon avatar qui a peur quand... Voilà, et ils se font des espèces de jeux en 4 dimensions. C'est absolument génial. Et j'ai vu dans plusieurs cas, des cas que j'ai supervisés, etc., que ça change, ça change complètement leur vie de jeune. C'est incroyable. Voilà. Et les adultes, on est un petit peu quand même rigidifiés dans nos structures, mais les jeunes, ils sont en train de finir de la construire, leur structure. Alors, quand ils font quelques voix dialogues, c'est fini. Ça suffit, ils ont compris. Après, ils sont très, très, très créatifs. C'est impressionnant. Ils viennent, ils racontent. Donc là, il y a machin. Il y a aussi machin. Lui, il me réveille la nuit. Je lui ai dit que ça suffisait. On a fait une réunion. Là, ça suffit. Tu nous réveilles plus la nuit parce que tu as vu dans quel état on est. Après, il y a celui qui est en colère que je peux pas. Bon, mais heureusement qu'il est là quand même parce que quand lui, il m'embête, voilà. Et il raconte toute l'histoire. C'est super. Et parfois en 2-3 séances. Aujourd'hui, il y a la méditation et le yoga qui arrivent dans les écoles. Et des fois, je me dis, et si le voice dialogue pouvait arriver dans les écoles, ce serait vraiment magnifique. Voilà, je lance le chantier. Si quelqu'un a envie de se former et de l'attraper au vol. Oui. OK. Eh bien, en tout cas, au plaisir de vous retrouver peut-être dans le stage d'initiation en voice dialogue ou bien dans la formation pour ceux qui ont envie de faire ce voyage. J'ai envie de vous dire que la formation, c'est une très, très belle aventure humaine pour soi, déjà. Et en plus, c'est un outil magnifique à utiliser, mais c'est une aventure en soi. Eh bien, bonne soirée à tous.